Comment que je vais vous présenter ça? Moi, je vais vous faire juste un petit résumé des notions à comprendre sur la matière organique parce qu'il y a eu beaucoup de mises à jour depuis une dizaine d'années sur le concept en soi de la matière organique des sols. Je vais faire aussi un rappel du diagnostic de la matière organique actuelle. Puis après ça, je cède la parole à mon collègue chercheur Marc-Olivier Yasser qui va vous présenter des résultats en primeur de l'étude de l'état de santé des sols agricoles du Québec. Et va vous présenter aussi un logiciel OGEMOS, mais je vais le laisser vous dire un petit peu plus de détails là-dessus. Alors, c'est quoi la matière organique des sols? On en a beaucoup parlé dans les 10 dernières années dans la littérature scientifique. Si vous êtes comme moi, probablement que vous avez appris que c'était fait de composés organiques avec du carbone. Ce qui est un plus nouveau, c'est que cette matière-là doit être accessible aux micro-organismes et qu'elle est produite par des organismes vivants, ce qui fait du carbone organique. Ça n'a pas vraiment changé. Avant, on entendait beaucoup complexe argilo-humique. On parle de plus en plus de complexes organo-minéraux. C'est-à-dire que c'est des résidus microbiens, plus des particules fines du sol, de l'argile et des limons fins dans une moindre mesure, qui vont faire un complexe stable, qui va faire aussi des agrégats. Puis que ce n'est pas tellement un stock d'humus. Même le terme humus, c'est de plus en plus remis en question. Acide fulvique, humique aussi, c'est débattu. Mais dans tous les cas, peu importe le terme qu'on utilise, on n'est plus dans une logique de quelque chose d'inerte, un stock qu'on a à limiter. Oui, il faut limiter la perte de matière organique, mais c'est quelque chose qui se renouvelle plus facilement que ce qu'on croyait avant. C'est finalement un flux de matière organique à piloter. On a beaucoup mis l'emphase sur la matière ligneuse. Si on veut augmenter le taux de matière organique des sols, il faut mettre de la matière organique qui a un haut rapport carbone-azote. Là où on se dirige, on se rend compte que l'important, c'est de nourrir la machine, nourrir les microbes qui sont dans le sol, puis de les entretenir le sol le plus vivant, le plus diversifié possible pour que cette matière organique-là soit toujours active rapidement. Il y a une excellente vidéo qui est disponible sur YouTube aussi par Martin Chantilly qui avait fait une présentation dans le cadre des webinaires de santé des sols du CRAC que je vous invite à regarder. Ça dure environ 1 heure puis vous allez apprendre beaucoup de choses, je pense. Alors, on se remet dans le contexte de la qualité et de la quantité d'eau. Pourquoi la matière organique, c'est important? Parce que la matière organique des sols, c'est ce qui va aider à structurer les sols. Et cette structure de sol-là, ça crée des pores, ça crée tout plein de micro-surfaces organisées qui vont permettre de faire la rétention d'eau. Ces pores-là qui vont être soit de l'air, bien, finalement, ils peuvent se remplir d'eau puis garder de l'eau. Rien de nouveau par rapport à ça. Puis, c'est aussi un support de la vie du sol. La matière organique, on l'a vu, c'est composé par des organismes vivants. C'est quelque chose qui se recycle, puis qui va nourrir les micro-organismes, puis qui va nourrir les plantes en retour. Finalement, c'est une grande machine biologique. Puis, cette machine-là va participer à l'agrégation des particules de sol. On peut aussi parler des cycles élémentaires. La matière organique peut permettre... Oups, j'ai passé. D'aider à la qualité de l'eau en faisant la rétention de certains métaux traces. Ce qui fait qu'on a plus ou moins de matière organique. Bon, finalement, on vous en a parlé un petit peu avec Catherine, c'est qu'on hérite de la genèse du sol. Ça va dépendre des dépôts d'origine. Est-ce qu'on est sur des dépôts marins, des dépôts qui sont plus riches en carbone parce que justement, c'était des dépôts marins où il y avait beaucoup de coquillages, je dis ça, mais tous ces détails-là, vous allez les trouver dans les études pédologiques des séries de sols, des producteurs. Ça dépend aussi si ces sols-là avaient la possibilité de se minéraliser. Pourquoi une terre noire, c'est plus riche en matière organique? Je pense que vous savez, c'est parce que c'était couvert d'eau et quand il y a d'eau, pas d'air, il y a une accumulation de matière organique plutôt qui est favorisée par rapport à une minéralisation. Puis, pour vous donner, j'ai pris des données qui venaient du dernier inventaire des problèmes de dégradation des sols du Québec de 1990, juste pour vous donner un horizon de ce qu'on considérait, puis qu'on considère quand même encore qu'il y a un niveau de matière organique normal pour un sol moyennement riche. Pour un sol lourd, on parle de 4,6 à 10 %
ce qui est considéré comme moyennement riche. Puis pour un sol léger, bien sûr, on est plus bas, autour de 3,6 à 6,5 %. Puis, le seuil critique qu'on a établi au Québec, c'est un seuil de 4 % de matière organique, soit environ 2 % de carbone organique. C'est le seuil que le plan d'agriculture durable vise comme minimum à atteindre pour les sols du Québec. Il y a aussi des nouveaux termes qu'on voit de plus en plus souvent dans la littérature. On parle de POM. En français, c'est de la matière organique particulière. Puis on parle aussi de MAOM, qui sont la matière organique qui est associée aux particules minérales fines. Bon, rapidement, quand on parle de matière organique particulière, c'est une matière organique qui va durer moins longtemps, de 1 à 50 ans, et qui va être plus grossière. C'est ce genre de matière organique-là qu'on est de plus en plus d'accord à dire qui va s'accumuler par les pratiques culturelles, par des apports de matière organique. C'est la matière qui va se faire plus rapidement, qu'on va pouvoir construire en mettant des pratiques de conservation, en mettant plus de carbone dans les sols. Par contre, la matière qu'on hérite, c'est surtout la matière qui est associée aux particules minérales fines du sol, puis qui va durer de 10 à 1000 ans, puis qui va être plus fine. Donc, c'est ça. Quand on apporte du carbone, c'est beaucoup la matière organique particulière, comme dans les sables, qu'on va mobiliser, qu'on va séquestrer. Puis ce qui fait que la matière organique augmente ou descend, bien, c'est juste vous rappeler que finalement, c'est un balancier entre l'accumulation et la minéralisation. Comment on peut l'accumuler? C'est en augmentant la photosynthèse. Par exemple, en couvrant plus longtemps le sol, en ayant davantage de biomasse ou avec des pratiques agroforestières. Augmenter les apports, que ce soit en laissant la paille au champ ou en mettant du fumier. Puis, la minéralisation, bien, quand on travaille le sol, on augmente l'oxydation de la matière organique. On le voit des fois quand on sarcle, qu'il y a un petit effet, des fois, de libération des nitrates. Puis, bien, finalement, c'est la matière organique qu'on vient un petit peu briser. Comment on diagnostique la matière organique des sols? Bon, rapidement, échantillonnage de sol, on va s'entendre qu'on prend une zone homogène, que dans un champ, il peut y avoir bien sûr différentes zones, différents sols, puis que la profondeur en fond, c'est la méthode qu'on vous propose, c'est la même méthode que vous faites déjà pour vos clients quand vous faites des analyses pour le PAF. Donc, on échantillonne une profondeur de 0 à 20 cm. Puis l'analyse, bon, il y a toutes sortes d'analyses. La méthode qu'on pense qui est la plus accessible hors du domaine de la recherche, en tout cas pour l'instant, c'est une méthode qu'on dit indirecte. C'est la méthode par perte au feu, qui est la méthode officielle depuis, reconnue en fait pour la matière organique qui va être inscrite pour le PAF depuis 2007. Puis, ça consiste dans le fond à prendre un échantillon de sol, on le fait sécher, puis on le fait calciner à 500 degrés Celsius. Je ne me trompe pas, Bernard. Mais bref, à haute température, puis ensuite on mesure le carbone qui a été perdu. C'est ce carbone-là qui est perdu qu'on juge, en fait, il y a toutes sortes de littératures qui ont appuyé ça, qu'on juge que c'est la matière organique qu'il y avait dans le sol. Mais peu importe la méthode d'analyse, l'important, c'est l'interprétation qu'on en fait. L'interprétation, on peut la faire avec, déjà en connaissant sa série de sol, en l'identifiant, puis en interprétant à l'aide des études pédologiques pour tel sol, par exemple, sur les études pédologiques, est-ce que c'était reconnu que j'avais plutôt 4, 5, 6 je dis naturellement, mais par exemple, il y en a des études qui ont été faites dans les années 50-60, donc on peut s'attendre à ce que ça soit quand même un seuil qui devrait être au-delà de ce qu'on a aujourd'hui, ou au moins égal. Puis on peut comparer les données qu'on a aujourd'hui avec celles du passé. Puis, il y a des façons de mesurer, de prédire l'évolution de la matière organique. Puis, je laisse mon collègue Marc-Olivier Gasser, chercheur en conservation des sols et de l'eau, vous en dire davantage. Question évolution de la matière organique, je vais me baser sur 2 études récentes. Un sur l'impact des changements climatiques. On a regardé avec les données des producteurs comment la matière organique se spatialise à l'échelle du territoire, puis comment elle est contrôlée par le climat, et puis un peu en lien avec
les pratiques, surtout la prépondérance des cultures pérennes et puis le modèle numérique des terrains. Puis l'autre, c'est plus l'étude récente, plus récente sur l'état de santé des sols agricoles qu'on mène en ce moment, dont les résultats vont être publiés très prochainement. Donc, l'étude de la santé des sols, pour ceux qui l'ont déjà vu ou pas qui ne l'ont pas vu, ça s'agit d'un certain nombre de séries de sols qui ont été revues, comme dans l'inventaire de 90. On en avait vu à l'époque 160. Ici, on en a 71 sous la loupe. Dans chacune de ces séries-là, on est allé dans 6 sites, 4 cultivés, 4 champs cultivés, 2 sites témoins. On va parler des sites témoins tout à l'heure. Donc, ça faisait à peu près 425 champs à l'échelle du Québec qui ont été échantillonnés. À chaque endroit, on avait 4 profils échantillonnés à 2-3 heures. Puis dans chaque profil, on faisait 2-3 horizons. On a pris plusieurs mesures, plusieurs caractérisations. Certains d'entre vous ont participé à la caractérisation et l'échantillonnage. Je vous en remercie. Puis, à cela aussi, on a une petite différence par rapport à l'inventaire de 90. On a demandé, on a une enquête auprès des producteurs qui a permis de documenter de façon plus détaillée là, les pratiques qui ont eu lieu durant les 5 dernières années, qu'on a tenté de mettre en lien avec les mesures de santé des sols qu'on a réalisées. Bon, essentiellement, les témoins, cette fois-ci, au lieu d'être des sols en prairie comme en 90, on a utilisé des terres qui avaient déjà été, des sols qui avaient déjà été cultivés, mais qui étaient retournés en friche, ou soit qui étaient sur des bords des haies brise-vent, des bandes enherbées, des bords de clôture. Sinon, des sols en bonne condition physique. Donc, essentiellement, les sols devaient être en bonne condition physique, là, sous plantes pérennes, pour pouvoir un peu juger de la qualité des sols cultivés en comparaison. Un bref retour, ça c'est un peu la distribution là, des sols argileux qu'on a échantillonnés dans le cadre de l'ESSAC, de l'étude sur la santé des sols. Beaucoup de sols dans la région de la plaine du Saint-Laurent, de partir de la plaine de Montréal jusque dans le Bas-Saint-Laurent. Certains sols au lac Saint-Jean, il y en a en Abitibi aussi. L'Abitibi, compte une énorme région en sol argileux. L'Abitibi-Témiscamingue. Les sols laumeux, à peu près la même répartition, peut-être un peu moins dans le Bas-Saint-Laurent. Également quelques sols aussi dans la région de Mont-Laurier, des séries de sols dans cette région-là. Donc, à chaque fois, on a, je n'ai pas mentionné, mais on a regroupé aussi les séries de sols qui avaient certains points communs en termes de matériaux, de la granulométrie du matériau parental, en termes de drainage, en fait, il y avait différents critères là, qui nous permettaient de les regrouper pour augmenter un peu le nombre d'observations par groupe de sols pour pouvoir faire des comparaisons appropriées, là. Ensuite, on a des sols sableux à squelettiques. Squelettiques, ça veut dire qu'il y a beaucoup de fragments, là. Ils peuvent avoir beaucoup de fragments, plus que 35 de leur volume en gravier ou en fragments plus grands que 2 mm. Et puis, après ça, on a les TIL, qui est le groupe de sols, les séries de sols les plus importantes, là, qui représentent les superficies les plus importantes au Québec. Pas nécessairement il y en a qui sont très fertiles, très intéressants, mais grosso modo, c'est quand même une bonne partie des superficies en culture sont sous TIL. Donc, on avait ici 22 séries de sols évaluées à l'échelle de ces régions-là. Et puis finalement, des sols organiques, on avait 3 séries dans la région de Montréal qui ont été échantillonnées. Donc ça fait un peu le survol, ce qu'on a peut-être déjà présenté par le passé de qu'est-ce qu'on a échantillonné. Je ne vais pas aller dans les détails, là, mais je vais présenter essentiellement des résultats. Le premier, c'est sur la teneur en matière organique, comment ça se répertorie à l'échelle de la province en fonction des matériaux des différents matériaux. Le premier matériau à gauche, c'est les matériaux argileux sur 3 profondeurs, l'AP1, l'AP2 et dans le B. Ensuite, les matériaux laumeux, les matériaux sableux squelettiques, puis les matériaux glaciaires. Ici, je ne présente pas les sols organiques, bien sûr, c'est que de la matière organique, pratiquement. Donc ici, pour ce qui est des gradients, ce qu'on voit, par rapport au seuil de 4 qui a été un peu édicté dans le cadre du PAD, là, tous les sols devraient on devrait avoir au moins 85 qui ont plus que 4 de matière organique. J'ai mis cette limite ici, là. Voir un peu où est-ce qu'on se situe par rapport à nos différents horizons, nos différentes teneurs dans l'horizon AP1 et l'AP2. En général, ça va relativement bien. Ce qu'on voit, par contre, c'est qu'il y a peut-être des... je ne sais pas si vous voyez aussi les NS et puis les petites étoiles. Là, quand c'est NS, c'est non significatif, c'est qu'il n'y a pas de différence entre malgré qu'on voit des tendances, là, il n'y a pas de différence nécessairement entre les témoins et les sols cultivés. Puis quand il y a une étoile, là, quand il y a des étoiles, c'est qu'il y a des bonnes différences entre les sols cultivés et les sols témoins pour le groupe de séries de sols en question, le groupe 6, le groupe 7.
Aussi, ce qu'on doit mentionner, c'est qu'il y a un certain gradient régional ou climatique dans chaque matériau. Là, dans les premiers numéros, c'est les régions les plus chaudes, les plus méridionales, comme en Montérégie. Si les groupes 1, 2, 3 sont en Montérégie, 12 et 24 sont au lac Saint-Jean et l'Abitibi. C'est à peu près le même gradient un peu partout. Là. Donc, on voit qu'il y a un certain gradient climatique qui se propage à l'échelle de la province. Donc, ça, c'est assez connu aussi, c'est qu'on a des niveaux de matière organique qui sont plus élevés en général dans les régions plus froides par rapport aux régions plus chaudes. Mais par rapport à la différence entre les sols cultivés et les sols témoins, on a des différences qui sont peut-être plus souvent significatives. Là, dans nos sols sableux, plus d'étoiles dans l'AP1, quelques-uns dans les AP2 et dans le B, et dans les tiles que dans les sols argileux puis dans les sols laumeux. En général, les sols laumeux ne sont pas ceux qui sont en général dans un meilleur état par rapport aux autres sols. Donc, c'est des sols qui sont relativement bien ou plus facilement cultivables. Donc, je voulais mentionner le gradient qu'on voit du nord au sud là, dans les différents matériaux en général qui s'observent. Au niveau de la respiration microbienne, qui a été établie avec une incubation au laboratoire, on voit à peu près le même gradient. Toujours le même gradient. Dans les témoins, on le voit beaucoup plus. Donc, du nord au sud, il y a toujours ce même gradient de la respiration microbienne. Donc, ces sols-là qui sont peut-être plus souvent gelés ou froids dans le nord, bien, quand on les met en incubation à 20 degrés, bien, ils vont relarguer plus de CO2. Donc, il y a plus de matière organique accumulée, donc ils vont en relarguer plus. Mais au niveau des sols témoins, des sols cultivés, par exemple, pour les matériaux sableux, on voit que ces sols-là, dès qu'ils sont cultivés, sont relativement plus uniformes, donc un peu plus épuisés que les sols cultivés. Mais en général, ils ont comme un niveau de base qui est relativement plus stable. Donc, c'est un premier constat par rapport à la respiration microbienne, c'est que ça devient un indicateur intéressant pour qualifier là, la capacité du sol à générer, à décomposer la matière organique et éventuellement produire des nutriments pour les besoins des plantes. On voit qu'en général, quand ils sont cultivés, bien cultivés comme dans les sols sableux ici, en général, ce niveau de base-là est plus faible. Donc, cette dégradation-là, elle affecte en général tous les sols. On voit qu'on a des étoiles un peu partout là, sur tous les sols. Les sols cultivés sont en général moins actifs au niveau de la respiration microbienne une fois incubés là, que les sols témoins, et puis qu'on a toujours ce gradient climatique. Pour l'azote minéralisable, la quantité d'azote que le sol peut générer lorsqu'il est aussi mis en incubation, c'est la même chose. On a le même genre de gradient ou d'observation que la respiration microbienne. C'est pour ça que certains tests, comme le test Solvita, utilisent la respiration pour qualifier la capacité du sol à minéraliser de l'azote au lieu de mesurer ça au laboratoire. Ils vont simplement mesurer la respiration microbienne au laboratoire, puis ils vont donner un aperçu, une valeur dans les tests de santé des sols ou les kits de santé des sols de la capacité du sol à minéraliser de l'azote. Donc ici, on a tenté de comparer un peu les différentes pratiques agricoles qu'on a enquêtées, essayer de les regrouper dans différents systèmes. Ici, on a les systèmes de culture qu'on a comparés. Ici, je présente surtout l'horizon AP1 en surface, le niveau de matière organique. Dans le premier graphique, on voit que les sols sous culture annuelle et maraîchers, en général, ont des niveaux de matière organique plus faibles que les systèmes en culture annuelle et que les systèmes en culture pérenne. Les systèmes en culture pérenne, ici, il y en avait qui étaient vraiment des prairies là, qui étaient presque des sites témoins, là, qui étaient très peu cultivés, là, mais qui étaient presque comme nos sites témoins, les friches pelouses et les sites cultivés. Et puis, par rapport à l'azote minéralisable, là, qui correspond l'autre mesure qu'on présente ici, là, on voit que le fait que ces sols-là ont plus de matière organique vont aussi avoir une capacité de minéralisation de l'azote beaucoup plus importante là, lorsqu'on les met en incubation. Là. Par exemple, les sites en culture pérenne ici, qui pour certains, ont reçu aussi reçoivent des épandages de fumier assez fréquemment. Donc, c'est un mélange de toutes sortes de cultures pérennes. Il y en a qui recevaient plus de fumier. Puis une fois qu'on les met en minéralisation, en incubation, on voit qu'ils sont capables de relarguer 2 fois plus d'azote en lien avec cette matière organique-là et leur précédent culturaux, leur précédent.
Ici, on a écrit semi-direct, réduit, conventionnel. On a plutôt mesuré l'intensité de travail de sol avec les différents passages de machinerie qualifiés avec un indice, là, le STIR, le Soil Tillage Intensity Rating System. Là. Donc, ce n'est pas nécessairement du semi-direct. C'est une valeur entre 0 et 30 de STIR qui représente qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on obtiendrait si on faisait plus souvent du semi-direct puis pas de labour, par exemple. Le labour, c'est le labour à la charrue conventionnelle, c'est ce qui va entraîner le travail de sol le plus intensif dans cet indice-là. Donc, grosso modo, on voit une légère influence là, du travail de sol sur les niveaux de matière organique. Donc, conventionnel, c'est-à-dire qu'on a des niveaux de travail ici intensifs. On va avoir des niveaux de matière organique un peu plus bas que 4 Puis là, on est dans l'AP1 aussi. Là, on est dans 0,10 Dès qu'on va tomber dans le 10, 20, 25, 30 on est toujours dans l'AP1. Ça dépend comment on échantillonne le sol chez les producteurs. Là. Mais on va peut-être avoir des niveaux un peu plus faibles. Donc ça, c'est pour la matière organique. Et puis pour l'azote minéralisable, on voit un peu le même gradient. Je vais peut-être devoir accélérer. La matière organique, l'effet des apports de fumier, on a un petit effet là, des apports fréquents de fumier sur les niveaux de matière organique en surface. Encore là, ici, on est seulement dans les sites cultivés. On a fait abstraction de tous les sites témoins. C'est pour ça qu'on a des niveaux en moyenne plus gros 4 là, sur l'ensemble de la province. Donc, on voit un effet bénéfique là, des apports de fumier sur la matière organique, sur l'azote minéralisable, la capacité du sol à minéraliser de l'azote. Donc, on voit un peu cet effet-là qui était combiné avec celui des prairies, là, doit probablement interagir ici. On a des interactions qui ne sont pas remarquées ici, mais qui sont éventuellement importantes. Et puis, on a finalement un effet important là, sur la fréquence d'apport des fumiers ou des engrais de ferme là, sur les niveaux de phosphore atteints dans les sols en PMLH3. Donc, une autre étude qui nous permet de constater un peu justement la variation des niveaux de matière organique à l'échelle du Québec, c'est une analyse qu'on a fait récemment avec les analyses d'un laboratoire privé. Ils sont ici géoréférencés au niveau du code postal. Et puis, on voit qu'il y a des gradients assez importants. Bon, nos 0,4 de matière organique sont essentiellement ici dans la région de la Montérégie, là, ou le centre du Québec. Puis dès qu'on s'en éloigne, en Estrie ou plus au nord ou ailleurs, on obtient des taux de matière organique qui vont partir de 4, 6 6, 7 etc. Donc ça, c'est une première carte, la matière organique. C'est pas trop nouveau, ça. Mais après ça, on a regardé un peu le lien dans un modèle qu'il y a avec le ratio de culture pérenne. C'est sûr que le climat va à la fois conditionner les cultures, puis vont aussi conditionner, comme l'a mentionné, le taux de décomposition de la matière organique. Donc, c'est des effets qui sont un peu confondants, mais c'est clair que le climat va affecter là, la répartition des cultures, la façon de cultiver à l'échelle de la province. On a beaucoup plus de cultures pérennes dans des régions plus montagneuses et dans des régions plus froides que dans la Montérégie. Mais ça affecte, c'est confondant, mais ça affecte les niveaux de matière organique d'une certaine façon. Donc, on a le climat, la température qui affecte les prairies. On a le terrain aussi qui affecte les cultures, le choix des cultures. Puis finalement, on a des effets de texture sable-argile. On a quand même on a pu inclure cet élément-là dans la modélisation. Ça, c'est un autre article, mais grosso modo, ce que je voulais faire ressortir, là, c'est que ça va être ces effets-là qui vont un peu affecter le bilan de la matière organique à l'échelle de la province. Donc, il y a aussi la productivité des cultures. On a quand même même si on a plus de cultures pérennes en région froide, on a moins de productivité des cultures. On peut en avoir on a une meilleure productivité en Montérégie, mais cette matière organique-là, elle est cyclée plus rapidement, elle est décomposée plus rapidement. Et finalement, on a des effets d'amendement organique et de travail de sol qu'on n'aura pas pu inclure dans le modèle ici présent, là. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas pu l'inclure dans le milieu présent, c'est que ça fait partie des éléments qui doivent être tenus compte lorsqu'on veut faire de la modélisation ou des simulations de l'évolution de la matière organique, le travail de sol et les amendements organiques. On a eu le contrat de revoir le modèle de bilan humique là, que Marc Clément avait produit sur Access à l'époque pour faire un peu des simulations avec le modèle de Soltner. Qui était à une composante de matière organique unique. On nous a demandé de recréer un tel modèle dans une interface qui pourrait être plus conviviale ou plus ouverte, pas sur Access ou sur un logiciel en particulier, mais dans une approche ouverte pour que les développeurs, les utilisateurs et les contributeurs puissent y interagir. Donc, on a une première interface qui a été développée qui est relativement
modeste là, en termes d'interface graphique, mais qui est quand même utilisable pour faire des simulations si on le veut. Donc, OGMOS, c'est un outil de gestion de la matière organique. C'est dans l'équipe d'Aubert Michaud. Aubert aime beaucoup les acronymes. Pour tous ses projets, il y a un acronyme. Ça, c'en est un. On peut y accéder aussi via un GitHub ou un répertoire sur Internet où on peut télécharger l'application. On peut aussi voir le code Python qui est derrière si ça nous intéresse. Il y a une version ici graphique là, pour faire nos propres simulations où on peut appeler une API à partir d'une base de données pour faire si les données d'entrée sont bien formatées, on peut appeler une API pour traiter, par exemple, un ensemble de bases de données d'un producteur ou d'un bassin versant, etc. Donc, c'est un peu l'idée. Donc, la phase 1 est complétée. Il s'agissait d'implanter un modèle éprouvé pour des conditions nordiques. On a implanté finalement ICBM, qui est un modèle qui a été développé en Suède, mais qui a été publié à l'échelle internationale. On avait Martin Bollinder chez nous qui a travaillé là-dessus, qui est retourné en Suède, mais qui a travaillé, qui a publié plusieurs articles à l'échelle du Canada. OLOS intègre aussi ICBM comme modèle pour prévoir l'évolution de la matière organique dans leur modèle de simulation ou de prévision des gaz à effet de serre à l'échelle du Canada. Là, mais c'est des modèles qui s'appliquent à l'échelle du producteur, mais qui est calibré ou développé pour le Canada. Et puis finalement, on a, comme je l'ai mentionné, fourni le modèle sur une plateforme d'échange ouverte que certains peuvent accéder. Je ne sais pas si je peux... La plateforme, le répertoire ressemble à ça. Il va falloir aller lire le petit phrasé ici qui dit comment le télécharger, l'installer, puis ça va se trouver dans les exécutables. Donc, ce n'est pas si évident. Ce n'est pas encore la version user-friendly qui va être évidente pour un producteur ou un néophyte, là. Mais quand même, quelqu'un peut se débrouiller avec ça. Puis, encore là, peut voir tout le cas. L'objectif ici, c'était de permettre un développement ouvert avec des utilisateurs et des gens de l'externe, là. Donc, ça, c'est fait. La machine se trouve sur une petite chose du genre. Donc, ici, il s'agit de créer une entreprise avec ses champs. On peut créer juste un champ, puis dans le champ, on peut avoir une ou deux zones si on veut, puis dans chaque zone, on peut changer un peu les paramètres pour voir comment le niveau de matière organique initiale ou le niveau de la texture, tout ça, où les paramètres vont influencer l'évolution de la matière organique. Le but ici, c'est de simuler l'évolution de la matière organique sur des pratiques sur du long terme, là, sur 30 ans, par exemple. La matière organique, ça évolue pas vite dans les sols. On simule une rotation avec avec des amendements ou avec des cultures de couverture. Et puis, on essaie de voir sur 30 ans comment va évoluer la matière organique dans nos conditions. Donc, quand on crée une entreprise, on peut y mettre un nom. Créer une nouvelle entreprise, charger une entreprise, créer un plan de gestion. Une fois qu'on a créé une entreprise avec ses champs ou qu'on l'a chargé, qu'on l'a déjà sauvegardé, on peut charger un plan de gestion ou en créer un, là. Quand on crée une entreprise, on crée des champs, on met un certain nombre de champs, on va garder juste un champ si on veut. Donc, c'est vraiment une interface très, très basique pour l'instant, là. OK. OK, une fois qu'on l'a chargé, on va charger l'entreprise, hein? OK. On va tout de suite charger une entreprise, par exemple, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une simulation que j'avais faite pour le Saguenay. Avec nombre d'années de projection, on commence comme on veut en 2020, 21, 22, 23. 30 ans de simulation, si on veut. Puis, on a à gauche un écran, ce qui est mentionné ici aussi, là, on a un écran qui n'est pas nécessairement important, c'est facultatif. C'est pour définir le plan de gestion actuel, qu'est-ce que le producteur fait comme rotation et comme amendement. Ça sert surtout à réchauffer le modèle, c'est-à-dire lui paramétrer les niveaux de base de matière organique stable et puis moins stable. Essentiellement, c'est pas important. Ce qui est important ici, c'est de rentrer des données pour le champ lui-même. Donc, un plan de gestion pour une zone de gestion quelconque dans le champ gauche, une zone de gestion 2 qui a peut-être un niveau de matière organique différent qu'on a déjà, établi. Si on veut modifier on va aller voir un peu qu'est-ce qu'il en était des attributs du champ gauche, là. On avait dans la zone de gestion 1 un taux de matière organique de 6 %. On est à Alma, on peut être dans n'importe quelle autre région. On peut changer de région et puis changer de municipalité, par exemple.
parmi un choix des 600 municipalités à l'échelle du Québec. Donc, associé à cette municipalité-là, il y a une région climatique essentiellement là, qui va fournir les données climatiques pour le modèle. Donc, on ne veut pas mettre Almers, on veut mettre Alma, mais ce n'est pas trop important. Un groupe textural en G2, G1, G2, G3, savoir si la classe de drainage, quel type de sol on a, quelle est sa classe de drainage, un niveau de masse volumique apparente. Toutes ces données-là sont facultatives, sauf l'horizon. L'horizon du sol doit être, la profondeur de l'horizon doit être spécifiée, et puis la superficie. Mais les autres, certaines de ces données-là peuvent ne pas être remplies et le modèle va s'occuper de les générer. Par contre, le niveau de matière organique initial, il faut l'y mettre. Donc, c'est le genre de données qui pourraient provenir d'un plan de fertilisation ou d'une base de données qui pourrait être simulée là, pour plusieurs champs si on utilisait l'API plutôt que le petit outil ici de simulation. Ensuite, on vient spécifier les cultures. Par exemple, une culture de blé suivie, donc les paramètres par défaut viennent se remplir. Pour les rendements dans cette région-là, on est à 2,9 tonnes à l'hectare. On peut ajouter des amendements. On peut ajouter du lisier, par exemple, avec un niveau de base. Par défaut, il va donner 10 tonnes à l'hectare. On peut les modifier, pourcentage d'humidité, etc. On peut ajouter une nouvelle année de rotation. Donc, on peut complexifier à chaque fois, ajouter des cultures, orge, soya, etc. Et puis, ça va fournir une donnée. Si on veut l'effacer, si on veut changer la culture, il s'agit de l'effacer. Donc, c'est encore un truc assez basique, comme on dirait, là. Excusez le langage. Mais non, ici, il faut effacer toutes les données là, avant de pouvoir les rentrer des nouvelles. Donc, si je voulais changer pour le soya, par exemple, il aurait fallu que j'efface tout le reste. Là. Mais il va pouvoir les rentrer pareil. Là. OK. Donc, comme je l'ai mentionné, ici, la régie historique n'est pas nécessairement obligatoire, facultative. C'est surtout ici appuyer sur le petit bouton pour démarrer là, l'inscription des scénarios. Donc, ce que j'ai voulu comparer pour la région du Lac-Saint-Jean, c'est une culture en production laitière, des cultures en production laitière avec prairies et culture annuelle. Donc, 3 ans de prairies et 3 ans de culture annuelle. Blé, soya, 3 ans de prairies, donc 2 années de culture annuelle, pardon, avec des apports de lisier de bovins laitiers. Ce producteur-là veut lâcher la production laitière, veut s'en aller en culture annuelle. Donc, il va abandonner sa prairie, il va tomber en blé, penser tomber en blé, soya, avoine. Qu'est-ce que ça donnerait au niveau de matière organique après 30 ans? Puis qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place dans sa rotation, sa nouvelle rotation, avec comme des apports de fumier de poulet ou des cultures de trèfle intercalaire ou des cultures de couverture? Qu'est-ce que ça pourrait donner comme au niveau de son bilan de matière organique? Il est dans la région du Lac-Saint-Jean, Alma, sur un gléissol, un G2, un gléissol mal drainé, sujet à la battance, pas de roche, n'importe quoi. En tout cas, c'est la description de la série Alma et Taillon, là, ou Taillon. Mais grosso modo, il y a 2 niveaux de matière organique. Il y a une partie du champ qui est à 5-6 l'autre à 5 Donc, on va regarder comment ça se traduit en simulation. Donc, on a fait nos simulations. En fait, je vais peut-être revenir un peu sur le détail, là. Une fois qu'on a lancé une simulation, c'est-à-dire ici, par exemple, il va nous demander de charger, qu'il manque plein d'informations, on ne voudra pas le faire, là. Mais en fait, il va générer un fichier Excel assez simple, assez basique aussi, encore une fois, qui va se présenter un peu de la sorte. Désolé de Saglac, ici. Donc, sorti. Il va se présenter un peu de façon drabe sous 4 fichiers, là. 4 feuillets. Donc, grosso modo, ce qui nous intéresse, il y a les résultats annuels. Donc, comment la matière organique a évolué dans ces 2 zones de gestion, la zone 1 ici, de 2023 à 2050, là, ces niveaux de matière organique, ces différentes parties de la matière organique, la fraction aérienne, les racinaires, etc. Finalement, le niveau de matière organique, au final, en tonnes à l'hectare, qui est présenté là, ici dans le graphique, dans les rapports annuels. Mais finalement, les résultats sommaires, ici, on a nos 2 zones, 1, 2, 1, 2, nos 3 simulations, production laitière, production annuelle plus particules de conservation, nos niveaux initiaux de matière organique et le niveau final qui est simulé après 30 ans. Donc, si on utilise un petit graphique pour représenter ça, on va aller sélectionner quelques données dans le tableau. Ça, c'est à faire à la main.
Et finalement, on va obtenir ce genre de résultats que je vais vous présenter ici, là. Donc, on voit que les zones 1, les zones 2, on part de 5 de 6 ici dans la zone 1, de 5 On a une baisse de matière organique en production laitière à long terme, d'une petite baisse, là, pas trop importante. Quand on va tomber en production annuelle, les baisses de matière organique vont être plus importantes. Puis si on amenait des pratiques de conservation, on pourrait maintenir notre niveau de matière organique à son niveau initial, soit à 6 et 5 Donc, ça va bien pour la région d'Alma. Quand on va refaire ces exercices-là dans la région de la Montérégie, on va voir que maintenir des niveaux de 6 et 5 de matière organique, c'est pas mal plus difficile dans la région quand il fait plus chaud, là. Donc, faut se rappeler qu'un modèle comme ça a ses limites. C'est une approximation de la réalité faite à partir de calibration avec des données qu'on avait. Donc, on tend toujours vers des effets moyens. On n'arrive pas à aller chercher des effets extrêmes avec des modèles comme ça. Donc, on va tendre à avoir l'effet moyen qu'on peut obtenir basé sur les données qu'on a mesurées. Ici, c'est des essais de longue durée qui ont été utilisés pour calibrer le modèle. Des essais de longue durée qui proviennent surtout de la Suède, mais qui représentent quand même des conditions climatiques similaires à la nôtre. Ça sert à dégager des tendances. Puis il y a beaucoup trop d'incertitudes comme moyen pour évaluer un potentiel de séquestration de carbone dans les sols. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'insister parce que plusieurs voudraient utiliser ce genre de modèle-là pour essayer d'aller sur la bourse du carbone pour prétendre qu'on va pouvoir éventuellement séquestrer du carbone dans nos systèmes basés sur ces simulations-là. Je serais un peu plus conservateur là, sur le pronostic. Donc, mais néanmoins, ça permet de simuler, de comparer les scénarios. Donc, voir un peu dans vos régions, dans vos contextes. Puis c'est un début. Encore là, c'est une phase 1. À mesure qu'on va le travailler avec, on va améliorer, on va le calibrer avec nos conditions davantage. On va intégrer des effets comme le drainage, voir si le drainage influence les bilans de carbone, la texture, etc., le travail de sol, l'intensité de travail de sol. On verra ce qu'on a comme données pour l'améliorer. Mais on va travailler là-dessus. La compaction, c'est une compression de l'espace entre les particules de sol. Puis là, j'ai écrit particules, mais j'aurais plutôt dire entre les agrégats de sol. Puis quand c'est rendu des particules de sol, c'est soit qu'on est dans un sol très, très sableux ou qu'on a vraiment tout un problème de déstructuration. Mais bref, ce qui se passe, c'est qu'il y a une diminution du volume d'air. Puis on classe la compaction sous 2 types, de surface et profonde. J'ai mis une photo classique d'une compaction de surface qu'on a tous déjà vue, une ornière de roue. Bon, c'est l'exemple typique. Alors, la compaction de surface, c'est lié à la surface de contact avec le sol. On la voit en surface, on risque d'en faire à conditions humides, mais aussi lorsqu'il y a trop d'air dans les pneus et lorsque la surface de contact entre le pneu et le sol est trop faible. Puis ce que ça fait par rapport à la problématique de la gestion de l'eau, c'est que ça peut accentuer le ruissellement. Puis si on accentue le ruissellement, bien, on a des risques d'augmenter l'érosion. Compaction de profondeur, j'ai un exemple ici d'un profil de ça, mon petit pointeur. Vous seriez d'accord avec moi qu'on la voit quand même très bien, la couche de compaction. Souvent, ça a une structure qui est un peu plus angulaire, plus carrée. Donc, qu'est-ce qui cause cette compaction-là qu'on ne voit pas, du moins à moins de creuser, c'est que ça va varier selon le poids qui est porté par la roue. Elle peut s'observer jusqu'à 50 cm de profondeur dans le sol et parfois plus. Puis c'est ce qui arrive lorsqu'il y a trop de charge par roue ou trop de charge tout court. On ne se comptera pas de menterie. C'est difficile de limiter la compaction de surface quand on a des appareils qui mesurent, peu importe le nombre d'essieux, 30 tonnes. On recommande, dans la littérature, on s'entend de plus en plus pour dire, puis Bruno Garon du MAPAC en parle beaucoup, d'essayer d'éviter plus que 3,5 tonnes à la roue. Quand on va dans un champ. Ça, on va plus en parler demain. Là, on est encore dans plus ce qui est diagnostic, donc je passe rapidement, vous m'excuserez. Puis, bref, cette compaction-là peut nuire à l'infiltration de l'eau et créer des accumulations en nuisant à une infiltration rapide. Puis l'exemple typique, c'est une nappe perchée, par exemple sur une semelle de labour, ou ça peut être aussi sans même si on n'est pas sur la bourse, sur semi-direct, quand il y a une zone de déstructurée, compactée, qui vient bloquer l'infiltration de l'eau. Donc, c'est ça. En surface, que la compaction, bon, l'eau va pénétrer plus difficilement. En profondeur, l'eau va stagner ou circuler plus lentement. Bref, moins d'air aussi. Tu sais, un sol qui est moins structuré, une structure plus massive, c'est aussi souvent moins d'eau. Donc, c'est vraiment, vraiment relié avec la capacité de rétention en eau des sols.
Il y a encore là, il y a toutes sortes d'outils qu'on peut utiliser pour mesurer la compaction qui peut être pertinent quand on fait une mesure qui est plus relative ou absolue. Il y a des méthodes comme avec la conductivité électrique, des pénétromètres, avec des munis de manomètres. Il y a toutes sortes de bidules que vous connaissez probablement. Nous, ce qu'on vous propose, c'est des réflexes qui sont simples, à la portée de tous. Juste de faire un profil de sol. On est tannant avec les profils de sol, mais c'est la méthode qui est à la portée de tous. Pas nécessairement la plus rapide, je suis d'accord, mais vraiment, ça ne ment pas quand on creuse. Quand on voit une couche de sol qui est plus dure, plus ferme, quand on voit des racines qui bifurquent, qui s'arrêtent, ça ne ment pas. Il y a fort à parier qu'il y a un problème de compaction. Puis cette compaction-là, Catherine va vous sensibiliser à ça à l'instant. C'est souvent accompagné, c'est pas tout le temps accompagné d'une déstructuration. Puis cette déstructuration-là, il faut vraiment la voir dans le profil vertical de sol. Elle n'est pas la même en haut, en bas dans le profil. Puis de prendre le temps d'analyser cette dynamique-là de déstructuration des sols, ça peut permettre de mieux comprendre si le sol est en train de se compacter, se décompacter, qu'est-ce qui se passe avec la qualité structurale de notre profil de sol. Alors, tantôt, on a parlé là, de granulométrie, couleur, quand on fait notre profil de sol, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas parlé de structure du tout, de consistance, de porosité, légèrement, mais pas plus que ça. Alors, ça, c'est toutes des propriétés dynamiques qu'on va parler maintenant. Je reviens un peu sur c'est quoi la structure. Alexandra, tu en as parlé un petit peu. En fait, c'est l'agglomération des particules de sol liées avec la matière organique. Mais moi, je veux vraiment mettre l'accent sur l'organisation verticale des agrégats dans le profil de sol. Souvent, là, on a tendance à penser que le sol, là, excusez l'expression, c'est flat. Là. On a juste une dimension. On va regarder souvent juste la structure en surface, mais il faut vraiment souvent regarder en profondeur. Donc oui, je cogne encore sur le clou, mais il faut aller voir en profondeur aussi. Parce que nécessairement, ça a un impact en surface. Pour aider les agronomes à identifier la structure de sol, en fait, la qualité de la structure de sol au champ, on a développé un indicateur de la qualité physique des sols minéraux par évaluation visuelle et tactile. En fait, ça va noter la structure de sol par horizon de sol. Vous allez ressortir de votre champ avec une note par horizon de sol. En fait, c'est un besoin de quantifier la qualité structurale des sols minéraux. Les agronomes, on ne fait pas d'analyse physique au champ. On est habitué avec des analyses chimiques. On sait très bien comment le faire. On travaille tout le temps avec ça, mais on ne travaille jamais avec des analyses physiques et c'est normal aussi parce que c'est quand même laborieux à prendre. C'est long, ça en prend beaucoup. Ça serait très dispendieux aussi. Alors, voilà. Il y a peu d'outils de méthodes d'évaluation visuelle qui ont été validés selon les conditions de sols minéraux au champ. Selon les conditions de sol du Québec aussi. Donc, ça a été vraiment fait pour tous les types de sols rencontrés au Québec. C'est destiné pour les conseillers agricoles. Ça se veut être un outil gratuit, facile d'utilisation. Et aussi, ce que je voulais dire tantôt, que là, ça m'est revenu, là. Souvent, dans les projets de recherche ou dans différents contextes, là, on avait tout le temps un sol dégradé, non dégradé. Mais souvent, entre les deux, il y avait toute une zone grise que j'imagine que la parcelle, elle devait être à quelque part là-dedans. Là, souvent, c'était blanc ou noir, mais souvent, je vous dirais tout le temps, c'est tout le temps dans une espèce de zone entre les deux. Donc, avec la note, on va pouvoir mieux définir cette structure-là. C'est une réponse rapide et robuste. Vous allez sortir avec une note en sortant du champ, normalement. Et ça va nous permettre d'évaluer les impacts des différentes pratiques agricoles sur la structure de sol et établir s'il y a eu une dégradation ou une amélioration suite à un changement de pratique. Alors ça, ici, c'est tous les paramètres là, qu'on doit rentrer là, pour obtenir notre note. C'est-à-dire qu'il y a 3 paramètres pour la structure de sol, des paramètres pour la consistance et pour la porosité. Et c'est là que qu'on va essayer de dévoiler notre structure sur un coroplace. Là. Je parle de coroplace, là, mais ça peut être une pancarte électorale, par exemple.
Idéalement, on réutilise. On va regarder, pour la structure, on va regarder, puis ça, je pense que vous êtes quand même assez habitués avec ces termes-là, type, classe, grade. La structure de sol, en fin de compte, on va utiliser justement notre couteau pour prélever un bloc de sol de 10 cm par 10 cm qu'on va dévoiler pour être capable d'identifier notre structure, la forme, la dimension, le degré de développement. Et ici, c'est les différentes structures avec les différentes grosseurs qu'on peut rencontrer. On est habitué avec des formes granulaires, fait que c'est très rond avec différentes grosseurs. Donc, on va falloir identifier à quelle structure appartient notre échantillon. Il y a des polyédriques subangulaires, angulaires, c'est des grands termes, mais en fin de compte, subangulaire, c'est plusieurs faces arrondies, tandis qu'angulaire, c'est vraiment comme des petits cubes. On retrouve ça souvent naturellement là, dans les sols avec un bon pourcentage d'argile. Évidemment, on cherche aussi à avoir une structure de sol qui va avoir souvent une structure secondaire à l'intérieur, c'est-à-dire que notre agrégat va essayer de se défaire en d'autres petits agrégats et non en particules de sol élémentaires. Alors, il pourrait avoir là, différentes grosseurs à l'intérieur là, de notre échantillon. Et c'est sûr qu'on ne cherche pas à avoir une dimension là, trop grossière non plus, là, parce qu'on pense en surface, on pourrait avoir un mauvais contact sol-semence, par exemple. Il y a aussi des structures plus typiques au sol sableux. Par exemple, on est dans un horizon B, dans un sol sableux, on va avoir une structure particulière. Tout ça dans l'indicateur a été pensé aussi. Hein. Si je suis dans un horizon B, c'est normal d'avoir, dans un sol sableux, c'est normal d'avoir une structure particulière. Alors, tout ça a été coté en fonction de ça. Et aussi, une structure massive ou amorphe également, c'est sûr que ce n'est pas ce qu'on cherche. J'en ai parlé ce matin, des structures plus lenticulaires, lamellaires, qu'on va retrouver beaucoup dans nos sols limoneux. Et maintenant, on va parler du degré de développement. C'est peut-être le plus difficile à expliquer, mais c'est probablement le plus général, celui qui va parler plus de la qualité de la structure de sol. Il y a deux choses qu'on va évaluer quand on va regarder ce degré de développement-là. Ça va être le caractère distinctif. Hein. Est-ce que la structure, elle se dévoile naturellement ou non? Et on va regarder aussi le caractère stable et solide de cette structure-là. Par exemple, dans un sol sableux, on le sait très bien, c'est pas une structure qui est très stable. Souvent, des fois, juste à la regarder, l'agrégat fend, là, si on peut dire. Voilà. Fait qu'on va regarder tout ça. Ensuite, la consistance aussi. Donc, c'est toujours visuel, manipulation, observation. C'est basé là-dessus. Donc, tout le monde est capable de le faire. Maintenant, la consistance, on va prendre un agrégat, on va essayer d'exercer une pression et là, on va essayer d'évaluer dans quelle classe on se situe. Je n'irai pas là, dans le détail de ces classes-là non plus, parce qu'il va y avoir un guide qui va venir avec ça. On va peut-être faire aussi une capsule, évidemment, sur ce sujet-là. Et la porosité, encore une fois, avec notre bloc, on va essayer de compter là, le nombre de pores qu'on va avoir selon la grosseur. Donc, on a séparé les pores fins 2 mm et moins des pores grossiers. Et là, ça devrait nous donner une note par horizon. Donc là, ici, j'ai pris un exemple d'un sol qu'on a fait le printemps dernier. Donc là, vous avez comme la séquence verticale de 2 profils de sol dans des sols très contrastés. Et donc, le premier à gauche complètement, oui, donc à gauche, on voit que c'est un sol qui a une structure plus dégradée. Là, les photos, je m'excuse, on ne voit peut-être pas nécessairement très bien, mais on a des notes autour de 4, 5 sur 10. C'est 1 étant moins bon, 10 étant bon. Et l'autre, on amène une structure de sol là, de meilleure qualité. On a des notes qui varient entre 8 et 9. Il reste encore des choses là, à peaufiner pour avoir cet indicateur-là. Ça l'avance quand même bien. Justement, nos seuils, on va essayer de les faire en fonction des sols de l'ESSAC. On a tous les sols de l'ESSAC qui ont eu une note comme ça avec l'indicateur. Tous les profils de sol ont eu, dans le fond, les échantillonneurs ont procédé à ça. Et ça va nous permettre d'avoir des comparatifs pour le même type de sol aussi. Fait que c'est ce qui va nous servir aussi à faire les seuils.
Ce qu'on aimerait, c'est qu'à l'automne prochain, là, on a une version Excel. Ce qu'on aimerait, c'est que les agronomes, ça soit disponible pour eux l'automne prochain, pour qu'on puisse commencer à faire ces évaluations-là, de noter. Et aussi, on travaille avec l'équipe à Marc-Olivier Gasser pour, dans le fond, qu'il y ait une application. C'est-à-dire directement sur le téléphone ou une tablette, on va être capable de rentrer ces notes-là et aussi de les cumuler, donc de les documenter aussi pour notre producteur. Je dois dire aussi, je pense que je n'en ai pas parlé, mais ça a été fait à partir avec des conseillers qui ont participé à ça, des pédologues aussi, pour voir justement dans tel horizon, tel type de sol, la note en fonction de la structure, quelle tendance ça devrait avoir aussi. Il y avait des conseillers, des pédologues, il y avait des gens de l'Ontario aussi qui étaient dans ce comité-là. Il y avait Anne Veil également là, qui a produit le guide, qui était avec nous aussi. Là, on va regarder l'aspect compaction. Ce qu'on a observé avec les données de l'ESSAC, on a vu que au niveau de la masse volumique apparente, là, la compaction même là, du sol dans les différents horizons, on a des effets qui sont curieusement plus importants par rapport au sol témoin. On a des valeurs plus élevées de masse volumique apparente dans les sols cultivés, là, dans les sols sableux à squelettiques, puis dans les matériaux glaciaires, les îles. Comparativement à ce qu'on observe dans les matériaux laumeux et dans les sols argileux. Par contre, on peut voir quand même qu'en profondeur, on a certains effets, là, justement, au niveau argileux et laumeux, justement en profondeur, on n'a pas noté souvent d'effets de différence entre les témoins et les sols cultivés. Est-ce que c'est une historique antérieure là, qui a mené à cette compaction-là similaire ou c'est parce que ces sols-là sont de cet état naturel-là en profondeur? Dans l'horizon B, donc là, dans l'horizon B, c'est essentiellement à la fin du AP jusqu'à 15 cm plus profond. Là. C'est pas à 60 cm dans le B. Là. Donc, je résumais, là, essentiellement les sols sableux, les siles qui sont plus souvent affectés. Pour ce qui est de la porosité totale, on a à peu près le même constat. La porosité totale, c'est un peu l'inverse de la masse volumique apparente. Les sols sableux, les siles sont plus souvent affectés que les autres sols. Pour ce qui est de la macroporosité, qui a été mesurée avec une teneur en eau à 10 kPa, entre la porosité totale et la teneur en eau à 10 kPa, on a la macroporosité ou la capacité d'air qui peut être emmagasinée à cette tension-là de l'eau dans le sol. Puis on a un seuil critique ici à 10 de macroporosité. On voit qu'en profondeur, on a plus souvent des problèmes dans tous les sols sauf les sols sableux. Les sols sableux, il ne manque pas d'air dans ces sols-là, en général à toutes les profondeurs, mais dans tous les autres sols, on a des fois des teneurs limites, là, un manque d'air ici dans les sols, dans les tiles, dans les sols argileux, toujours dans les régions plus chaudes, là, dans les 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. On a plus souvent des manques d'air puis avec des valeurs significatives différentes entre les sites témoins et les sites cultivés. Et puis en profondeur, ici, encore là, dans les sols argileux, les laumeux, on voit qu'on est presque tout le temps en dessous du 10 même dans les sites témoins. Donc encore là, on peut se poser la question, est-ce que c'est plutôt un état naturel? Pour ce qui est de la capacité au champ relative, qui est la teneur en eau à 10 kPa sur la porosité totale, c'est une teneur en eau relative. Lorsqu'elle dépasse 0,7 en général, on considère qu'on a un excès d'eau à cette teneur en eau-là, à cette tension matricielle-là. Lorsqu'on dépasse 70 0,7 on a un excès d'eau. Donc, on a des excès d'eau plus souvent dans les sols argileux, les sols laumeux et dans les tiles, peu souvent dans les sols sableux. Par contre, dans les sols sableux, on va voir qu'on a des manques d'eau. On est des fois en dessous du 0,6 où on a un manque d'eau. Notre sol n'est pas capable d'emmagasiner autant d'eau. Là. Donc, ça va dans le sens attendu. Puis encore là, on voit des états dégradés plus importants dans nos sols plus au sud, là, dans les régions 1, 2, 3, dans les groupes 1, 2, 3, 4, 8, 8A, 8B. Dans l'étude de santé des sols, vous pourrez voir quelles séries de sols sont impactées. Dans la première, le groupe 1, c'est essentiellement la série Sainte-Rosalie, Saint-Urbain, qui est une grosse série de sols. Ce sont des grosses séries de sols à l'échelle du Québec, à l'échelle de la Montérégie. Pour ce qui est de l'effet des pratiques agricoles, donc ici, tout type de sol confondu, là, on voit qu'on a un effet là, des systèmes de culture au niveau de la masse volumique apparente, de la macroporosité, du diamètre moyen pondéré. Donc, les sols, essentiellement, sous culture annuelle, maraîchère ou sous culture annuelle, en général, sont plus dégradés. Donc, sont plus compacts dans l'horizon AP
que les sols sous culture pérenne ou nos friches ou nos témoins. Pour ce qui est de la macroporosité, on a une baisse de macroporosité là, dans tous les types de cultures, sauf les témoins. Donc, c'est donc peut-être une condition sine qua non à la culture. Dès qu'on met des sols en culture, on a un abaissement de la macroporosité. Et puis, on a des diamètres moyens pondérés ou la stabilité des agrégats en surface là, qui diminue aussi en fonction de des productions annuelles, des cultures maraîchères, des cultures annuelles comme le maïs, soya, céréales, etc. Pour ce qui est du travail de sol, on n'a pas toujours des effets significatifs, on a des tendances. On a, curieusement, sous le semi-direct en surface, un abaissement de la masse volumique apparente. Par contre, on n'a pas nécessairement un abaissement ou une augmentation de la macroporosité. Je pense qu'on devrait plutôt considérer ça ici, parce qu'ici, ce n'est pas significatif, qu'on a une petite baisse de macroporosité en surface par rapport à un travail plus intensif. Donc, ici, un travail réduit, ici, un travail intensif. Et puis, à l'inverse, on a quand même une amélioration de la stabilité des agrégats sous l'effet d'un travail plus réduit, un travail moins intensif là, du sol. Donc, ce qui confirme un peu ce qu'on a l'habitude d'observer en parcelle expérimentale. Pour ce qui est de la fréquence des apports de fumier, on a quand même des effets bénéfiques des fumiers. On a une diminution de la masse volumique apparente lorsqu'on a des apports fréquents fumier. On a une augmentation de la macroporosité. Par contre, on n'a pas nécessairement une augmentation là, du diamètre moyen pondéré. On a encore là pas d'effet significatif, mais on a des curieuses tendances ici. J'ai pu ajouter aussi un autre indicateur qu'on a tenté de voir en quoi il affecte la compaction des sols. Donc, on a calculé un indicateur de risque de la compaction basé sur le nombre de fois que les gens ont circulé dans le champ avec un équipement ou un autre. Certains équipements qui sont passés plus tardivement à l'automne ou au printemps ont eu plus d'impact. On a basé ça aussi sur la grosseur du plus gros tracteur qui a été déclaré avoir circulé dans ce champ-là. Le fait que le producteur s'équipait de pneus radio sur l'ensemble de sa machinerie ou non, etc. Donc, on avait à peu près 4-5 facteurs qui composent cet indice de risque de compaction-là. Donc, ce qu'on voit, c'est que si ce risque-là est élevé, on voit qu'il y a une incidence là, sur la masse volumique apparente. On a une corrélation avec la masse volumique qu'on a mesurée. Donc, plus l'indice de risque est élevé, oui, plus on a de compaction. La macroporosité, on a, sous tous les effets de compaction, tous les risques, plus de compaction qu'un sol qui est non cultivé. Donc, on voit encore là que veut pas mettre en culture, du moins quand on ne sépare pas ça par type de matériaux parentaux ou type de sol, on a un effet confondant en général de l'ensemble des systèmes de culture. Et puis, au niveau du diamètre moyen pondéré, on a encore là une compaction, une dégradation plus importante là, lorsqu'on a un risque de compaction élevé, pour ce qui est de ces propriétés physiques-là. Puis, on voit aussi que ça se traduit en profondeur. Ici, je voulais vous présenter quelques graphiques aussi pour les effets en profondeur. Donc, la masse volumique apparente, on voit que oui, ça se traduit en surface dans l'AP1, mais également en profondeur, jusque dans le B. Et puis, au niveau macroporosité, c'est là où ça devient plus critique. On est à la limite là, dans le B, là, en moyenne, avec des risques de compaction élevés à moyen, plus souvent en dessous du 10 % et juste à la marge là, lorsqu'on a un faible risque de compaction. Donc, on voit encore là des effets qu'on considère généralement attendus, là. Donc, le but, c'était de démontrer l'importance là, ou l'état de la situation par rapport aux sols qui ont été échantillonnés durant ces dernières années. Pour vous amener vers Terranimo, un logiciel qui a été développé en Europe, ailleurs, qui a été développé à la fois en Suisse et au Danemark, dans deux groupes. Ici, nous, on travaille avec la version qui est développée en Suisse, qui a à peu près les mêmes algorithmes derrière. C'est un peu juste la facture ou la présentation qui n'est pas la même. Donc, on a travaillé ça avec une équipe à la demande, en fait, du MAPAC là, et des ingénieurs au MAPAC, Odette Ménard, Bruno Garon, qui voulaient utiliser le logiciel, mais avoir une version plus adaptée pour les conditions du Québec. Donc, on a essentiellement vérifié ou adapté certaines machineries, à rajouter des pneus de facture nord-américaine, surtout aussi accommoder des sols représentatifs du Québec. Là, avec l'équipe de Catherine, on s'est basé un peu sur les données de l'ESAC, de l'étude santé des sols, pour un peu revoir un peu c'est quoi les principaux sols qu'on voulait intégrer dans le logiciel. On a 17 profils, 17 types de sols qui ont été intégrés. Et puis, tout ça, ça donne une version qui est disponible pour l'instant, toujours sur
on dit un sandbox, là, ou un carré de sable, là, mais normalement, je fais la demande. Normalement, la version est prête. Elle devrait pouvoir... On peut accéder à cette version-là. C'est la même que celle qui va être éventuellement accessible là, à côté de la version suisse, là, qui n'est pas dans la version suisse, c'est la version suédoise qui n'est pas dans le sandbox aussi, là. Donc, ce logiciel-là se trouve sous 2 versions, la version Light et la version Expert. La version Light permet de faire des simulations rapidement sous 4 facteurs, là, essentiellement la charge à la roue, la pression des pneus, la teneur en argile qui va affecter beaucoup la sensibilité du sol à la compaction, puis son niveau d'humidité sous potentiel matriciel. Donc, on a des petites barres de graduation où on peut choisir des scénarios à l'intérieur de ça pour faire des simulations, puis avoir 2-3 graphique de présentation des résultats, de l'effet d'un pneu, comme ici à 35 cm de profondeur. Est-ce que cet équipement-là va créer des risques là, dans une plage verte, orange ou rouge, là, des risques de compaction? L'autre version permet la version experte permet d'inclure beaucoup plus de paramètres et surtout de raffiner, je crois, au niveau de la machinerie, des pneus, de la pression dans les pneus, des choix des pneus, de la charge aussi à la roue, de la machinerie. Beaucoup de paramètres qui vont pouvoir être ajustés puis vraiment vérifier, on va savoir est-ce que le sol va être sensible à la compaction dans les situations qu'on va l'utiliser. Ensuite, il y a comme 5 grands groupes ici. Là. Il y a la machinerie, il y a les pneus, il y a les sols. Donc, au niveau des pneus, on peut choisir d'ajouter des pneus doubles ou des pneus triples. Éventuellement, là, on a joué un peu sur la machinerie qui était plus adaptée pour le Québec. Jouer sur les pressions dans les pneus, changer les pneus, choisir parmi toute une variété de compagnies de pneus, des pneus pour avoir un peu l'effet au final sur la compaction. On a la possibilité de choisir des types de sols. Ici, par exemple, le sol argileux de la plaine de Montréal, un des représentants, on a choisi la série Sainte-Rosalie avec ses propriétés essentiellement définies à partir des données pédologiques qui ont été recueillies au cours du temps et pour les horizons de surface, les données de l'ESSAC là, qui représentent des sols témoins moins compacts, là. Puis après ça, on a retravaillé un petit peu on a vérifié si les niveaux d'humidité sur lesquels qu'on utilisait en Suisse s'adaptaient bien pour nos conditions, les pressions matricielles, comment ça se convertissait en teneur en eau pour différents régimes humides, secs et mouillés. Et puis finalement, on a des sorties encore là sous plusieurs formes pour voir les résultats.